les institutions et les réformes attendues, la réforme du secteur public, la situation du port autonome de Dakar, la diplomatie, la situation économique et la marche de l'État à l'ère du duo Diomaye-Sonko. Pathé Ndiaye face à Georges Déthié Diop, le grand jury, dimanche 11h10 sur RFM. Mesdames, Messieurs, bienvenue au grand jury qui nous plonge ce dimanche au cœur des grands enjeux du Sénégal d'aujourd'hui et de demain. Notre invité du jour, Pathé Ndiaye, ancien directeur général du port autonome de Dakar et du bureau organisation et méthode, expert reconnu des questions de gouvernance et des réformes du secteur public. Il est également le patron, le leader du parti PDRS, le Parti pour le développement et la renaissance du Sénégal, créé en 2013. Avec lui, nous allons décrypter les contours du dialogue national, explorer les attentes de réformes institutionnelles et comprendre les défis économiques auxquels notre pays est confronté à l'aube du tandem Diomaye-Sonko. De la situation du port autonome de Dakar à l'avenir de notre diplomatie, en passant par la réforme du secteur public et l'évolution du système politique. Bonjour Pathé Ndiaye. Bonjour M. Diop. Merci d'avoir accepté notre invitation au grand jury. Merci pour cette invitation qui me fait plaisir. Alors, les travaux du dialogue national Pathé Ndiaye ont démarré mercredi dernier et vont prendre fin ce jeudi 4 juin. Des consensus forts sont attendus de ces concertations. Les actes sont déjà définis. On ne va pas s'attarder sur les thématiques. Un dialogue en temps de paix, comme le souligne le président de la République qui l'a initié. Alors que son premier ministre souligne que le Sénégal n'a pas de problème politique. Quelle est, selon vous, l'urgence que ce dialogue doit traiter? Le mode de gouvernance, la justice électorale, la séparation des pouvoirs? Oui, je crois que ce dialogue, quoi qu'on en dise, est opportun. Parce que le Sénégal est un pays de dialogue. On a l'habitude, chaque fois qu'il y a des problèmes, que les partis s'assoient autour du ministère de l'Intérieur et trouver des solutions. Ça, c'est une tradition qui fait que notre démocratie, malgré tous les soubresauts, les problèmes internes, les conflits entre l'opposition et le pouvoir, on arrive à s'asseoir. Si en 92, le président Abdou Diouf s'est assis avec le président Wade, malgré une situation conflictuelle très difficile, ils se sont assis et ont trouvé un accord sur un code électoral consensuel. Je pense que ce dialogue-là est opportun. Et vraiment, moi, je suis de tout cœur, parce qu'il y a des problèmes à régler au niveau politique. Les problèmes économiques, effectivement, existent. Le Sénégal vit une situation économique difficile, une situation sociale difficile. Mais il revient au gouvernement avec sa vision qu'elle a déjà arrêtée de la mettre en œuvre. Ce qui est différent de la situation politique. La situation politique, le gouvernement actuel ne peut pas en décider sans qu'il y ait une concertation entre les différentes parties, les partis politiques, la société civile, pour s'entendre sur, après évaluation des problèmes à régler, sur le processus électoral, le système aussi institutionnel. Il y a quand même quelques problèmes sur lesquels il est nécessaire de s'arrêter afin de les régler. Mais comment garantir la transparence et la mise en œuvre des recommandations qui sont issues de ce dialogue dans un contexte où certaines décisions politiques peinent à être appliquées, des promesses électorales non tenues? Oui, les promesses électorales, bon, comme on dit, elles n'engagent que ceux qui y croient. Mais on est élu sur la base de ces promesses également. Maintenant, le nouveau pouvoir, une fois arrivé au pouvoir, on se rend compte que il y a les forces, c'est la réalité politique. Ils sont confrontés à la réalité politique. Bon, les événements qu'on a connus depuis 3 ans, depuis mars 2021, les problèmes de parrainage, les problèmes de bulletins uniques, les campagnes électorales toujours passionnées et où il y a des dérives qui entraînent des morts. Tout ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à les régler. Je pense que beaucoup de choses ont été faites. On a un système électoral qui est bon, mais tout système mérite d'être perfectionné. Par exemple, le problème du bulletin unique, je pense qu'il est temps que l'on adopte le bulletin unique pour éviter, au moins pour minimiser les coûts. Le problème du parrainage également, il faut se prononcer sur le parrainage. Moi, j'ai toujours pensé que nous avons un mauvais système
de parrainage. Parce que le parrainage a pour finalité d'assurer la crédibilité des candidats. Donc oui pour un parrainage à revoir. Oui pour un parrainage à revoir ou à supprimer. Parce que le parrainage tel qu'il est conçu dans les pays vraiment qui le mettent en œuvre de manière correcte, c'est pour assurer la crédibilité des candidats. Mais non comme ce que nous vivons où en fait il s'agit d'élections primaires. Parce que l'électeur, il ne peut choisir qu'un candidat. Alors que dans un bon système, il doit être permis à, d'abord le corps électoral. Il est plus réduit. Généralement, ce sont les élus municipaux, les députés, qui apportent donc leur soutien aux candidats pour dire que tel candidat est crédible. Mais on ne se limite pas à un seul candidat. Sinon, ça devient pratiquement une élection primaire. Il est concevable que ce corps électoral-là désigne 3, 4, 5 candidats qui sont crédibles et qui donc peuvent aller aux élections. Donc je pense qu'il faut revoir ça parce on sait dans quel contexte ça a été fait, bon, avec des desseins inavoués d'éliminer des candidats. Un système qui était difficilement contrôlable. Des candidats ont été rejetés, soi-disant parce qu'il y avait double emploi, etc. Tout ça, on aurait pu l'éviter en instaurant un corps électoral plus réduit pour désigner, du moins pour approuver. Un parrainage des élus voilà. Et non un parrainage citoyen. Voilà. Mieux vaut avoir un parrainage des élus. Les institutions dans lesquelles les membres sont des élus ne sont pas nombreuses. C'est l'Assemblée nationale, c'est le Conseil économique et social, le Haut Conseil des collectivités territoriales, des institutions supprimées. Voilà, qui ont été supprimées. Bon, tant mieux. Bon, peut-être maintenant il faut s'arrêter aux communes, aux communes, les conseils municipaux. Il y a quand même plus de 500 conseils municipaux. Les conseils départementaux, l'Assemblée nationale. Les conseils départementaux et l'Assemblée. Ça fait quand même plus sérieux. Et ça nous évite cette surenchère, cette campagne électorale déguisée où on achète les consciences. Et qu'il fausse tout le jeu. Mais les partis pourraient également, le cas échéant, embrigader leurs militants et leurs responsables qui sont des élus. Oui, mais justement, parce que si on conçoit le parrainage comme une élection primaire, ça aboutit à ce résultat. Mais si on indique que le parrainage a pour but seulement de donner une idée sur les candidats crédibles, les candidats en qui on peut faire confiance, mais qui ne seront pas obligatoirement les candidats pour lesquels on va voter. Moi, je peux avoir dans mon parti donc des conseillers municipaux qui sont élus, mais ils peuvent apprécier une candidature d'un autre parti. Ils disent que voilà, ce candidat de tel parti est crédible et il peut aller aux élections, mais c'est pas dire que je vais voter pour lui. En 2016, Patendiaï, les assises nationales avaient formulé des recommandations ambitieuses, mais largement restées lettres mortes. Les recommandations de la CNRI, sans suite, le rapport du professeur El Hadji Mbodj, sans parler des dialogues sous Macky Sall. Qu'est-ce qui fait penser que ce dialogue sera différent et que ces conclusions ne finiront pas dans un tiroir? Bon, tout dépendra aussi du consensus qu'on pourra obtenir. Mais il est nécessaire qu'un consensus se fasse sur ces réformes. Qu'est-ce qu'on reproche au système actuel? Nous avons un système politique qui est le présidentialisme. C'est le président de la République qui est élu. C'est un régime présidentiel déconcentré, avec un premier ministre qui peut avoir une délégation de pouvoir. Un hyperprésidentialisme qui déséquilibre les institutions? Non, je pense qu'il y a eu c'est pas un hyperprésidentialisme. Nous avons c'est un régime on peut le qualifier de semi-présidentiel ou de présidentiel déconcentré. Parce que le Premier ministre, il est le chef du gouvernement. Ça c'est récent, c'est depuis 2016. Il y a eu une réforme constitutionnelle où il est clairement indiqué que le Premier ministre est le chef du gouvernement et qu'il peut avoir une délégation de pouvoir du président dans certains domaines
mais avec à l'exclusion de certains domaines qui sont réservés. Pourquoi alors vouloir renforcer les pouvoirs du Premier ministre aujourd'hui? Ils veulent peut-être que certains veulent que l'on institue, que l'on indique les domaines dans lesquels le Premier ministre serait compétent. Mais je pense que dans les textes, si on lit bien les textes, le Premier ministre, il est maintenant le chef du gouvernement, c'est bien noté, alors qu'avant, il n'était que le coordonnateur de l'action administrative, de l'action gouvernementale. Mais là, il est clairement établi qu'il est le chef du gouvernement. Il est responsable aussi bien devant le président de la République que devant l'Assemblée nationale. Bon, le reste, c'est une question disons, il faut peut-être faire les textes réglementaires et que le président indique les domaines dans lesquels il délègue. Parce que quand on délègue, on ne perd pas le pouvoir. Hein? Mais plus qu'une délégation, voilà. Les autorités veulent un renforcement des pouvoirs du Premier ministre. Oui, mais on a entendu le conseil juridique du président de la République être clair sur la question. On peut le faire par délégation. Quand on lit la Constitution, il est clairement établi que dans la plupart des domaines, le président de la République peut responsabiliser le Premier ministre. Mais c'est le pouvoir du président. Ce sont des pouvoirs constitutionnels qui appartiennent au président et non au Premier ministre. Le fait déjà donc de prévoir dans la Constitution cette possibilité de délégation, c'est important. Mais si on veut aller plus loin, mettre dans la Constitution un certain nombre de pouvoirs au niveau de la Constitution, on risque de changer la nature. Cela vous agrée? Non, cela ne m'agrée pas. On irait vers un régime parlementaire, en quelque sorte. Or, le Premier ministre, il est responsable sans doute devant le Parlement, mais il n'est pas forcément de la majorité parlementaire présidentielle. Plus clairement, vous êtes contre un rééquilibrage des pouvoirs en faveur du Parlement. Oui, moi je pense que sinon ce serait aller vers un régime parlementaire. On a vu les problèmes que ça a posé. Trop risqué politiquement selon vous? Oui, le problème que ça a posé en 61, le conflit Mamadou Dia-Senghor. Bon, ça peut amener des blocages. Moi, je suis pour ce régime vraiment de régime présidentiel, mais avec possibilité de donner plus de pouvoir sans doute au Premier ministre. Mais ces pouvoirs sont déjà prévus. C'est pas des pouvoirs qui échappent au président parce que ce n'est que des pouvoirs qui sont délégués. Si le président n'est pas satisfait, il peut les reprendre comme il veut. Donc, je ne vois pas sur ce plan-là qu'est-ce qu'il faudrait vraiment changer au risque de dénaturer le régime politique dans lequel nous sommes et qui vraiment est très stable. Alors, quel rôle doit jouer l'administration publique dans tout ce processus qui est enclenché depuis mercredi? Peut-elle garantir la neutralité et l'application effective des réformes compte tenu de son expérience et de son expertise? Il y a l'idée de vouloir changer la Sénat, la transformer en CENI. La CENI et la transformer en Sénat, ce qui serait donc beaucoup plus responsabilisé que la CENI. Moi, je pense que serait une bonne chose. Les élections doivent être gérées par un organisme autonome, indépendant de l'administration, indépendant du gouvernement. Parce que bon, quoi qu'on dise, la Direction générale des élections est une institution, un service qui dépend du ministère de l'Intérieur, et le ministère de l'Intérieur devrait être déchargé de la gestion des élections. Mais les hommes sont crédibles. Mais ce serait plus crédible encore s'ils sont vraiment indépendants. Donc vous êtes pour qu'on retire l'organisation des élections? Pour la CENI, je suis pour la CENI et puis pour la création d'un ministère chargé des élections qui superviserait la Sénat et qui donc serait responsable de tout le processus, de la gestion de tout le processus électoral. Et là, vous pointez du doigt l'administration pour sa neutralité, entre guillemets. Avez-vous des propositions concrètes pour améliorer le système de gouvernance et rendre l'administration moins dépendante des pressions politiques alors? Là, on a parlé de l'administration électorale, oui. Mais là, vous voulez parler... L'administration en général. L'administration en général. Oui, parce que les préfets, les sous-préfets, les gouvernants sont impliqués dans le processus électoral. Oui, mais il serait contrôlé par la Sénat. Il serait contrôlé par la Sénat et dépendrait du ministère chargé
des élections pour ce qui concerne donc cette partie des élections. Bon, le reste, je pense, c'est une question de responsabilité. Les services chargés des élections sont gérés par des fonctionnaires très compétents, mais je crois que quand même, il faut qu'ils soient loyaux et sincères et fassent leur travail correctement. Nous avons eu des exemples très corrects. On n'est pas obligé de confier toujours cela à des militaires. C'est pas parce qu'on est militaire qu'on est plus loyal ou plus sérieux que les administrateurs civils qui sont là et qui sont très compétents. Alors, quelle serait, selon vous, la réforme prioritaire pour renforcer la stabilité et l'efficacité du système politique sénégalais? Les organisateurs du dialogue vous écoutent. Oui. Moi, s'il y avait une réforme prioritaire. S'il y avait une réforme, moi, j'adopterais quelques mesures. C'est d'abord l'instauration du bulletin unique qui facilite les élections, quel que soit le nombre de candidats qui seront retenus. C'est la seule recommandation qui transformerait, selon vous, et durablement le système politique sénégalais. Je dis quelques mesures. Ouais. La première mesure, c'est d'avoir sur le processus électoral. Et puis aussi, l'inscription automatique des électeurs, sans besoin de recourir à des commissions administratives. Il faut qu'on trouve un système où l'électeur, dès qu'il a la majorité et qu'il a la carte d'identité, qu'il puisse s'inscrire de manière indépendante, c'est-à-dire sans qu'on ait ce brouillage-là au niveau créer des institutions qui coûtent cher, des commissions administratives. C'est fort possible. La deuxième mesure, donc, serait le bulletin unique. La troisième mesure, c'est vraiment de supprimer le système de parrainage qu'on a actuellement. Cette loi-là, elle est mal gérée. Autant augmenter peut-être la caution, ou alors réformer le système de parrainage pour limiter le corps électoral qui désigne donc les candidats à retenir. Ça, c'est la troisième mesure. Sinon, je pense que le reste, vraiment, nous avons un système qui fonctionne assez bien. Vous aurait-on approché Pathé Ndiaye pour la définition des termes de référence de ce dialogue? Moi, non, du tout. On ne m'a pas approché. Je suis pas là, vous pensez que ce que je dis défend un peu? Non, du tout. Du tout. Juste une question parce que par rapport à votre parcours, par rapport à votre expertise. Non, ils m'ont pas approché. Mais en tout cas, j'ai souvent écrit pour dénoncer un certain nombre de choses et puis faire des propositions de réforme, par exemple sur le parrainage. J'avais beaucoup écrit à l'époque. Et j'avais indiqué que ça donnerait des résultats incontrôlables et difficiles à supporter. Bon, on en est toujours là. Je pense que c'est le moyen vraiment de trouver un consensus sur ces questions-là. Le bulletin unique, jusqu'à présent, il n'est pas adopté. On ne sait pas pour quelle raison. Mais je pense que c'est possible et ça permet de faciliter un déroulement beaucoup plus rapide même des élections. Bon, le troisième élément, donc, c'est renforcer donc l'autonomie de l'organisme chargé du contrôle des élections. Alors, parlons des réformes institutionnelles à proprement parler, annoncées et attendues. Le Conseil constitutionnel qui sera transformé en Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature, la Sénat, vous l'avez déjà évoqué. Entre autres, quelle serait la pertinence de ces réformes si elles ne sont pas opérées en profondeur? Les réformes annoncées telles que déclinées, est-ce qu'elles vous satisfont? Écoutez, je crois que il y a eu plus compétents et avisés que moi pour faire ces propositions de réforme. Il y a eu les assises de la justice, il y a eu les assises nationales auparavant, il y a eu les conclusions du CNRI et les assises nationales de la justice qui ont été organisées par le régime actuel. C'était le premier cadre de concertation et de dialogue organisé par le nouveau régime. Et on se rend compte que les conclusions de ces trois institutions concordent. Ce que les assises nationales ont proposé, la CNRI a fait des propositions plus concrètes de mise en œuvre. Les assises de la justice aussi sont allées dans le même sens. Donc, on tourne en rond. Pourquoi? Il faut appliquer. Il faut les appliquer. On ne peut pas réinventer la roue.
Donc je pense que vraiment, il suffit de dépoussiérer de ce que les assises de la justice ont fait, je crois. Les conclusions pourquoi ces conclusions ne sont pas appliquées jusqu'à présent. Et pourtant, l'actuel président, lorsqu'il était candidat, avait signé la charte de bonne gouvernance. Alors, il a là où il doit puiser. Il avait signé la charte de bonne gouvernance, tout comme le président Macky Sall. Tous les chefs d'État ont signé la charte de bonne gouvernance depuis Abdoulaye Wade. La charte de bonne gouvernance, c'est Abdou Diouf qui l'a mis en forme et qui l'a laissé au président Wade pour son adoption. Tous les candidats aux élections présidentielles ont signé généralement pour l'adoption de cette charte de bonne gouvernance. Là aussi, je pense qu'il y a des choses qui ont été retenues mais qui ne sont pas appliquées et qui sont à la source, par exemple, de nos problèmes actuels, qui font que on parle de règlement des comptes parce qu'on n'a pas fait la reddition des comptes à temps. Vous savez, cette confusion est due, à mon avis, du fait que la reddition des comptes, qui est instituée par la charte de bonne gouvernance, suppose que toutes les institutions publiques, que ce soit les ministères, les entreprises publiques et les services autonomes comme les agences, fassent l'objet d'un contrôle périodique, rapproché. Que ces contrôles qui soient faits par les corps de contrôle comme l'inspection générale d'État, la Cour des comptes, le contrôle financier. Sous Abdou Diouf, aucune entreprise publique ou entité publique ne restait 2 ans sans avoir été contrôlée par un corps de contrôle. Les rapports sortaient et le président les faisait appliquer, les transmettait aux institutions judiciaires. Voulez-vous dire qu'on a régressé dans ce domaine? Mais on a régressé parce que depuis 2012, on n'a pas eu de rapport de corps de contrôle. Il y en a peut-être eu, mais on les a pas exploités. C'est ça qui crée le problème. Donc, il n'y a pas eu de reddition des comptes. Le régime actuel, si je ne m'abuse, n'a pas fait d'audit nouveau. Le régime actuel ne fait que sortir les rapports d'audit que les corps de contrôle ont fait depuis 2012 et qui ont été bloqués, mis sous le coude par l'ancien régime. C'est une situation, je pense, dont les gens ne mesurent pas exactement les conséquences. Parce que quand vous dites publiquement que j'ai mis sous le coude tous les rapports des corps de contrôle, ça veut dire que vous permettez à vos collaborateurs, ceux que vous avez nommés dans ces grandes institutions-là, dans ces grands services, vous leur permettez de faire ce qu'ils veulent. Et nous avons eu des cas très graves où des dirigeants d'entreprises ont pratiquement ont refusé de recevoir des corps de contrôle. Il y a eu le cas, il faut qu'on le cite, comment il s'appelle là, de Moustapha Diop. Moustapha Diop, alors ministre. Voilà, alors ministre. Il y a eu le cas d'un certain Anne là, qui était au coude, qui ont humilié les corps de contrôle. Et le président Macky Sall, il n'a rien dit. Ça, je pense, c'était ce qui a fait que les responsables qui sont nommés se disent que on peut y aller, on peut faire ce qu'on veut. C'est ces situations-là maintenant que l'on retrouve, que l'actuel régime est en train de faire. Quand ils disent et je pense qu'ils ne font pas de règlement de compte, mais ils ne font qu'appliquer les conclusions des rapports d'audit qui pendant 12 ans n'ont pas été exploités. Est-ce que vous avez vu durant ces 12 ans un directeur d'entreprise publique qui a été limogé? Il y en a certains qui ont été limogés parce que ils n'ont pas eu les résultats électoraux qu'ils voulaient. Mais il y en a aucun qui ait été limogé pour des fautes de gestion. Mais souligner tout de même que le rapport sur le fonds Force Covid-19, la procédure n'a pas démarré avec ce nouveau régime. Les auditions ont démarré avant la présidentielle. Le rapport a été démarré sous l'ancien régime. Mais là aussi... Il a dit qu'il avait procédé déjà à des auditions. Mais ça c'est... le rapport de la Cour des comptes sur le Covid-19 qui vaut des inculpations à d'anciens dignitaires. À d'anciens dignitaires. Je crois que c'est quelque chose qui a démarré sous l'ancien régime,
Mais je pense que si, à mon avis, s'il n'y avait pas eu ce changement-là, on aurait mis ces rapports dans les tiroirs. Or, là aussi, la responsabilité majeure provient du président Macky Sall. Parce que quand il a mis en place ce fonds, il a demandé que l'on suspende toutes les procédures réglementaires, d'appel d'offres et tout. Tout le système donc d'approbation de marché a été suspendu. Pour, disent-ils, aller plus vite. Or, on a vu que... Est-ce que cela ne s'expliquait pas à l'époque? On était en période d'urgence sanitaire mondiale. Mais est-ce qu'ils sont allés plus vite que s'ils avaient fait des marchés correctement? Non. Je pense que là aussi, c'était permettre aux gestionnaires de l'État, disons, de faire ce qu'ils veulent. Ce qui amène tous les problèmes de surfacturation, les problèmes de faux reçus. Je pense que ça, au-delà des gestionnaires, je crois, moi, le premier responsable à incriminer est le président Macky Sall. On en est pour le moment à des soupçons, Non, comme il n'y a pas encore de jugement définitif, mais je veux dire que ce sont les décisions qu'il a prises. Donc éviter d'être catégorique. Ce sont les décisions qu'il a prises à l'époque qui ont permis cette ambiance de bamboula, de faire ce qu'on veut, parce que on a dit que on suspend la procédure des marchés, le code des marchés est suspendu, tous les textes réglementaires également qui instauraient une gestion transparente, et tout était suspendu. Il dit faites ce que vous voulez. L'essentiel c'est de faire. Je pense que c'est moi j'ai pas compris ces décisions. À l'époque, j'avais également écrit pour dénoncer cela, parce que si on voit le résultat, ça n'a pas permis d'être plus efficace, d'être plus rapide dans la distribution, par exemple, des vivres, dans l'achat des masques et autres, et des médicaments. Donc, moi, je suis de tout cœur avec le régime actuel qui veut aller jusqu'au bout de cette affaire-là. Il n'y a pas que le fonds Covid, mais il y a des rapports très nombreux qui sont en train de remettre à l'ordre du jour et de les instruire. Au même moment, on nous fait oublier le dossier Azer et le dossier ONAS. Oui. Bon, écoutez, moi, je ne peux pas me prononcer sur ces dossiers. Mais vous avez connaissance de ces dossiers? On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Bon, je pense qu'il y a une enquête qui est en cours, sur le dossier de l'ONAS, Il y a une enquête qui est en cours. Il est vrai que ça dure, depuis qu'ils ont parlé de l'enquête. Sur le laser, c'est pendant la campagne électorale, je crois. Mais je crois que le régime gagnerait quand même également à élucider ces deux questions-là. La même diligence. Oui, la même diligence. Tout comme par exemple les enquêtes qui sont faites après pendant la campagne électorale, les attaques contre le saccage du siège de Tahaou, etc. Il y a eu d'autres. À Saint-Louis. Voilà, on a dit que les enquêtes sont en cours, mais quand même, je pense qu'il faut quand même éclairer les populations sur ces dossiers-là. C'est dans l'intérêt de l'État, du Djibouti. Alors, Pathé Ndiaye, ancien directeur général du Bureau d'organisation et de méthode, parlons de la réforme du secteur public, une préoccupation des régimes qui sont succédés à la tête du pays, un boom que vous avez eu à diriger pour une efficacité, bien sûr, de l'administration publique. Comment évaluez-vous aujourd'hui la qualité du service public? Écoutez, moi j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'améliorations au plan des infrastructures et des équipements. Par exemple, le building administratif, quand vous y allez maintenant, c'est bien organisé, vous pouvez y entrer sous contrôle et tout, vous pouvez accéder à tous les services que vous voulez. Il en est de même également au niveau de la présidence de la République. En tout cas, au niveau des équipements et des moyens de travail, je pense que l'État a fait beaucoup d'efforts par rapport à ce que nous vivions à l'époque. Bon, il faut peut-être déplorer un peu, peut-être le manque de contrôle sur certains aspects. Parce que quand on parle, par exemple, de réduction du train de vie de l'État, c'est parce qu'on a vu que l'administration est devenue pratiquement un monstre.
avec des créations de services, de direction générale, des créations d'agences qui vraiment ne se justifient pas correctement. Au niveau du bureau organisation méthode, nous avions mis en place quand même tout un système de procédures, créer des services, également pour créer des agences. Les premières agences ont été créées en 1981 et c'était pour quand même un nombre limité d'agences. Mais à l'arrivée du régime libéral, vous avez vu comment les agences se sont développées au détriment de l'administration centrale. Les agences ont pris pratiquement les attributions des services centraux. Est-ce que cela plombe le fonctionnement de l'administration générale et son efficacité? Oui, cela plombe parce que bon, les agences d'exécution sont devenues maintenant les services de conception de politique. Si vous voyez par exemple la case des tout petits, il n'y a plus pratiquement de direction de l'école élémentaire. Ou si ça existe comme ça sur les textes, il n'y a plus rien là-bas. Mais c'est au niveau des cases des tout petits que l'on définit les politiques de l'éducation préscolaire. Certains ministères ont créé des agences où, par exemple, on a vu le transfert de tous les cadres de conception vers ces agences-là. Bon, donc au détriment des politiques de conception qui normalement doivent être gérées par l'administration centrale. Maintenant, ce sont les agences qui mènent les politiques. Au-delà de cette agencisation, quels sont les autres blocages qui freinent encore l'amélioration de l'administration, l'amélioration du service public? À part les agences, dont le nombre est pléthorique, sur lequel le BOM a fait un travail très important dans les années 90, nous sommes arrivés à réduire le nombre des agences qui étaient à l'époque de 60. Elles ont été réduites à une trentaine. Ça, c'était sous le président Abdoulaye Wade. C'est lui-même qui a été à l'origine de la prolifération. Bon, mais le BOM a mis le pied dessus. Ils sont revenus, ils ont supprimé un certain nombre et mis en place un cadre de contrôle et qui assujettissait donc la création des agences à un certain nombre de procédures. Mais tout ça a été mis de côté. C'est parti de plus belle. Les agences étaient devenues plus nombreuses. Mais à part les agences, il y a même l'administration gouvernementale qui a atteint un niveau actuel. Il y a des structures trop nombreuses, hypertrophiées, ou des structures qui sont vides de personnel de conception. Vous pensez à quelle structure? Les structures qui sont vides de personnel de conception, parce que tout le personnel de conception, pour des raisons de rémunération, sont allés au niveau des agences. Bon, les structures sont tellement nombreuses, je ne peux pas les citer. Mais des exemples. Des exemples. Bon, écoutez, c'est des exemples. Nous avons les ministères. Tout le monde admet que le Sénégal n'a pas besoin de 35 ministères pour fonctionner. Nous sommes dans un régime libéral depuis 10 000, où quand même le libéralisme prône, disons, la diminution des missions étatiques au profit du privé, n'est-ce pas? Donc, on avait fait une étude dans ce sens pour, disons, en fonction du choix des missions que les privés devraient prendre en charge, celles qui resteraient au niveau de l'État, pour aboutir à une proposition de ministère qui tournait autour de 20 à 25. Moi, je crois que pour un pays en émergence, pour ne pas dire un pays en développement, c'est une limite qui est raisonnable. Les pays européens qui n'ont pas ce nombre de ministères. Moi, je pense que il faut que le gouvernement arrive à instaurer une application stricte de cette mesure. Pourquoi pas ne pas mettre ça dans la Constitution, que tout gouvernement doit se limiter dans une fourchette de 20 à 25 ministères. Comme ils le veulent pour les agences, diminution, suppression
Absolument. Qu'il se l'applique pour ce qui est du gouvernement. Actuellement, la première action à mener, que le gouvernement devrait mener, elle sera une action très longue, c'est de faire l'audit global de l'administration. Pour voir les structures superflues, diminuer, voir les effectifs aussi, parce qu'en même temps, il y a une pléthore de personnel dans les services de l'État. En 2000, le personnel de l'État, des agents dans l'État, faisait, je crois, 132 000 agents. Actuellement, est-ce que vous savez combien y a-t-il d'agents publics? Nous sommes à plus de 300 000 agents publics. Est-ce que le Sénégal a un niveau d'activité qui justifie cet accroissement de personnel? Donc, nous, la première mesure la recommandation qu'on a faite au président Diomaye, parce que là, je le dis au nom d'une structure que nous avons créée un think tank des anciens conseillers du BOM. Nous avons donné notre contribution au président Diomaye sur sa vision 2050. Systémique de 2050, sur les problèmes d'agence et également sur les réformes administratives à mener. Donc notre première proposition, c'est qu'il faut faire un audit global de l'administration pour voir les missions qui sont essentielles pour l'administration et voir les structures adéquates à mettre en place par rapport aux missions essentielles de l'État. Et puis également penser à une réduction des effectifs, une réduction des charges de fonctionnement. Savez-vous que il y a des ministères qui, enfin, je parle pas de ce régime-là actuel, je sais pas ce qui a été fait avec l'ancien régime. Vous avez vu des ministres qui avaient 4 voitures de fonction, qui avaient des agents de l'État qui étaient logés par l'État, alors qu'il n'y avait pas droit. Il y a eu beaucoup de grabuge. Je pense que le nouveau régime devrait s'atteler à cela et prendre les mesures nécessaires. On n'a pas besoin d'autant de voitures, on n'a pas besoin d'autant de chauffeurs pour gérer les missions de l'État. Donc ça c'est la première recommandation qu'on a faite au président Diomaye, dans une note que nous lui avons transmise. Et également, nous avons demandé que l'on revoie la structure des agences. Donc c'est une contribution que nous avons faite il y a quelques mois. C'est la première fois que nous en parlons. Mais on l'a rendu public, mais nous savons que le président les a reçus. Il a reçu cette note, il a apprécié. Avez-vous senti qu'il tient compte de ces propositions, de ces recommandations? Nous n'avons pas encore vu. Justement, il nous a dit qu'il a bien apprécié les propositions que nous lui avons faites. Et que, un langage très diplomatique. Mais, à la pratique, nous n'avons pas encore vu en œuvre, parce que l'audit global, elle se fait pas. On a reconduit les mêmes ministères. On a reconduit le même nombre de ministères. On a eu du mal à faire le décret de répartition des services de l'État. Je ne sais pas si vous avez suivi. On a formé le gouvernement, mais on a tardé à sortir le décret portant la répartition des services de l'État, tout en réservant une place, un numéro de décret à ce décret important qui est sorti beaucoup plus tard. Ça aussi c'est une lacune parce qu'on ne peut pas faire fonctionner l'administration tant qu'on n'a pas. Ça ressemble à de l'arnaque. Oui, c'est peut-être un manque de diligence et de compétences. Parce que vous savez, quand on fait le décret de répartition des services de l'État, il y a beaucoup de passion, il y a des tiraillements entre les ministres. Il y a des ministres nouveaux, par exemple, qui veulent créer tout de suite des services, ou bien qui veulent que certains services soient rattachés. Donc, si le président
ne tranche pas rapidement, ça peut durer. Alors, allons-y très rapidement, Pathé Ndiaye. Parlons du port que vous avez eu à diriger sous le régime socialiste. On parle depuis un certain temps d'une chute des activités du port, des débarquements en baisse, une baisse aussi du trafic des marchandises. L'équipe dirigeante s'en défend. En tant qu'ancien directeur général, estimez-vous que la gouvernance actuelle est à la hauteur des enjeux du port? Bon, je peux pas me prononcer de manière... Je peux pas me prononcer vraiment sur la situation du port, disons, faire une évaluation vraiment exhaustive, parce que bon, je suis un peu de loin, mais ce que je vois, c'est que Vous voulez éviter le port? Non, je veux pas qui vous a valu des poursuites, hein, et vous avez été blanchi. Oui. Bon, moi, c'est-à-dire, le port, c'est la structure, l'entreprise publique la plus médiatisée. Parce que ça, on parle beaucoup du port, des problèmes internes, des problèmes de débarquement, de baisse d'activité. Mais ce qui est important dans un port, c'est parce que le port est un ensemble de services mis à disposition des compagnies de navigation, des manutentionnaires, pour accélérer le débarquement. Justement, plusieurs initiatives ont été enclenchées à ce propos, digitalisation, simplification des procédures portuaires, le guichet unique. Ouais, mais pourquoi ça ne prend pas l'ascenseur? Ouais. C'est-à-dire, c'est pas ça qui va, le tonnage des débarquements et des exportations, tout ça, ça dépend de la situation économique du pays. Mais ce qu'on demande à une administration portuaire, c'est de faciliter ces opérations-là et de les rendre moins coûteuses. Par exemple, qu'un navire qui arrive à Dakar, au port de Dakar, ne mette pas une semaine pour débarquer, parce que ça coûte cher. Chaque jour qu'un navire reste au port, ça coûte beaucoup. Et en plus, on demande aussi que les marchandises puissent être sorties rapidement du port. Vous savez le problème qu'il y a, le problème d'accès d'abord des camions pour arriver donc au quai. La congestion du port. La congestion du port, ça c'est un problème qu'il faut régler. Et ça dure. C'est ça qui fera qu'un port sera attractif parce que les coûts d'approche ne seront pas très très élevés et seront concurrentiels par rapport aux autres. C'est là qu'on peut parler. Pour éviter que les navires s'orientent vers le port, vers Abidjan, Lomé ou Lagos. Voilà, où c'est plus rapide. Voilà. Ouais, parce que justement, les navires, ils regardent ça. Ils te disent que bon, si je vais à Dakar, je vais mettre une semaine pour débarquer, alors qu'à Cotonou, on met 2 jours, 3 jours, ils vont à Cotonou. Donc, sur ce plan-là, je pense que je connais pas la situation exacte, mais ça doit être une dimension que les autorités portuaires doivent surveiller, être performants, donc sur le plan de la qualité, décongestionner le port pour y arriver. Le reste, c'est peut-être beaucoup de problèmes que l'on met sur le compte de la direction générale, comme les effectifs. Le surplus d'effectifs, bon, c'est une situation qu'il a trouvée ici. Les effectifs globaux du port actuellement, semble-t-il, font quelques 3000. Voulez-vous dire que le mode de gestion actuel du port favorise une réelle autonomie ou que l'institution reste trop politisée avec ses recrutements? Pour les recrutements, je ne sais pas, mais en tout cas, on parle chaque fois du port, le directeur général du port, je pense que c'est un homme politique. Je pense qu'il a des fonctions. Il est placé à un très haut niveau, au niveau du staff de ce régime politique. C'était le cas avec l'ancien régime, c'était le cas également avec vous, socialistes. Non, moi je n'étais pas à ce niveau. J'étais peut-être, je menais des activités politiques au niveau de Rufisque, mais je m'occupais bien de ma gestion. En tout cas, moi, quand j'étais au port, on avait des objectifs très clairs. On s'était engagé vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des bailleurs de fonds,
pour réduire les effectifs et augmenter également le... Vu sous cet angle, Ouais. faut-il une transformation radicale de la gouvernance du port autonome de Dakar pour sortir d'un schéma trop étatique ou trop centralisé? Non, mais le Pour port, que la politique ne s'invite pas au port. la Sonapad, non, ils n'ont pas. On peut être engagé politiquement et faire son travail. Moi, j'étais engagé politiquement avant de venir au port. Je suis resté engagé tout le temps, mais je pense que j'ai réalisé des choses intéressantes. Par exemple, on est sur les effectifs. J'ai trouvé quelques 700 agents. On nous a demandé de les réduire à 400. Quand je partais, on était à moins de 400 agents. Bon, j'ai fait passer le tonnage de 6 millions à 10 millions de tonnes avant de partir. Bon, les projets également qui sont mis en œuvre également actuellement, comme le troisième poste à quai qui fait 15 mètres de profondeur, c'est nous qui sommes allés négocier le financement. Bon, la mise en œuvre a été faite par mes successeurs. Donc, en tout cas, je ne connais pas bien certains détails, mais moi, si j'ai des conseils à donner au directeur général, c'est ça, c'est de mettre l'accent sur certains aspects, voir comment améliorer la fluidité de la circulation des conjonctions de port, et également comment améliorer les services, la rapidité des services rendus au port. C'est ça Peut-être que s'il réussit dans ces domaines-là, je pense qu'il aura... Peut-être que Barnier et Ndayan seront la solution. En toute franchise, Ouais. est-ce que le port de Dakar est aujourd'hui géré mieux, aussi bien ou bien que lorsque vous étiez le directeur général? Mais il faut demander aux autres, si vous ne pouvez pas me demander à moi. Si le port était bien géré, parce que je vous dis que je ne connais pas la situation exacte. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ait besoin autant de monde au port. 3000 agents de l'administration portuaire. Ça, je n'arrive pas à le comprendre. L'administration portuaire n'a pas besoin d'autant de monde, comme vous l'avez dit, à l'ère de la digitalisation, du numérique. On n'a pas besoin de tout ce monde-là. Alors, dernier aspect de cette émission, la diplomatie sénégalaise, l'échec de Amadou Hott à la présidence de la BAD, la Banque africaine de développement, qui est désormais dirigée par le Mauritanien Sidi Ould Tah, qui va entrer en fonction en août prochain. La diplomatie sénégalaise, est-ce qu'elle n'a pas chuté? Presque aucun pays de l'UEMOA, presque aucun pays de la CEDEAO qui n'a pas voté pour Amadou Hott. Il semblerait même qu'il y a eu que 3 votes en faveur du candidat. Moi, je pense que 3%. Notre diplomatie est effectivement sur ce plan-là est peut-être mal au point, il faut le dire, mais ça c'est dû à plusieurs raisons. Bon, sur le cas précis de l'élection du président de la BAD. Bon, mais attention, d'abord les candidats aussi. Bon, je pense que si le Mauritanien n'est pas supérieur, le Mauritanien a un profil quand même qui est beaucoup plus élevé. Bon, Hott, il a été ministre des Finances, mais ministre de l'économie plutôt. Ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Mais celui-là, il a été ministre de l'économie aussi. Il a été directeur de la BADEA. Directeur de la BADEA pendant une 20aine d'années. Il a un profil qui, attention, il est bon. Mais je pense que notre diplomatie s'y est mal prise. Parce que le Sénégal préparait mieux ses candidatures du temps de Diouf pour que le Sénégal, disons, s'engage dans une candidature. Ça faisait l'objet d'une étude très sérieuse avant de se prononcer. Mais ici, on a l'impression que c'est le candidat lui-même qui est venu et qui a un peu forcé l'État à le supporter, sans que l'État ait jaugé l'environnement diplomatique actuel. Parce qu'il était évident que, bon, nous sommes au Sénégal, il y a un nouveau régime qui n'est pas bien connu, qui n'a pas cette aura internationale. Je pense qu'il faut éviter de
de se lancer dans des candidatures à des organisations internationales. Mais le régime doit assumer l'échec. Oui, il doit assumer l'échec, mais surtout il doit changer parce que le cas de Hott n'est pas le premier. On a eu avant M. Hott, on a eu le cas de Socéphal, qui était candidat à la direction régionale de l'OMS. Qui vraiment le soutien de l'État, disons, le soutien de l'État n'a pas donné de grands résultats. Il n'est pas passé. Nous avons eu, comment il s'appelle, Augustin Senghor, qui était aussi candidat avec un Mauritanien. Bon, je pense il faut que la diplomatie sénégalaise soit beaucoup plus vigilante et puis étudie bien ces questions-là avant de se lancer. Sinon, c'est notre réputation qui s'en fait. Mais je pense que pour le moment, nous avons intérêt à rester tranquille au Sénégal, ne pas avoir trop de prétentions à l'étranger, parce que la situation de l'environnement international est très difficile. La CEDEAO par là, qui est en rupture, l'AES, le régime actuel ne sait pas trop où se placer. Oui, donc même si on n'a pas donc le soutien de nos voisins, on ne peut pas aller loin. Donc je pense qu'il faut faire attention et être plus vigilant avant de se lancer dans ces compétitions-là. Le PRDS, le Parti pour le développement et la renaissance du Sénégal, créé en 2013, se situe de quel bord? Disons que je suis indépendant. J'étais dans la coalition Taxawu Sénégal, qui était une plateforme. Du coup, vous avez quitté après les législatives. Je fais partie des partis qui ont cautionné la candidature de Khalifa Sall. Bon, mais je pense que cette coalition n'existe plus. On s'est retiré de cette coalition. Et maintenant, je pense que je suis indépendant et disposé. Peut-être que vous travaillerez avec le régime? Ben, s'ils ont besoin de moi, ils peuvent. Je suis très disponible parce que je pense que Khalifa Sall, par exemple, n'aurait jamais dû se séparer du régime actuel. C'est-à-dire, on aurait pu éviter la cassure de Yewwi Askan Wi. Et vous également, vous n'auriez jamais dû vous séparer de Khalifa Sall s'il était resté avec le pouvoir. Non, parce que bon, la coalition s'est cassée. La coalition s'est cassée. Bon, c'est pratiquement une indépendance de force. Mais moi, je suis pour la réconciliation, la reconstitution de Yewwi, parce que Khalifa n'a aucune raison de s'opposer, comme nous tous, on n'a aucune raison de s'opposer au régime actuel, parce que nous avons tout fait ensemble. Nous avons fait les locales ensemble, nous avons fait les législatives ensemble, nous avons fait les présidentielles ensemble. Un clin d'œil apparemment. Merci. Mais oui, on a tout fait ensemble. Bon, il n'y a pas eu de deuxième tour. Merci. Je dirais qu'il n'y a pas eu de deuxième tour. Donc, on ne peut pas s'opposer avec quelqu'un avec lequel on a cheminé pendant aussi longtemps et où il n'y a aucune divergence de fond. Sinon, des problèmes personnels qui viennent d'ailleurs, quoi. Merci. Merci, Pathé Ndiaye. Merci beaucoup. Merci d'être venu au grand jury. Pathé Ndiaye, ancien directeur général du port autonome de Dakar et du bureau organisation et méthode, leader du parti PRDS, Parti pour le développement et la renaissance du Sénégal. Merci à Abdou Thiam qui a assuré la partie technique de ce grand jury. Bon dimanche à toutes et à tous et à dimanche prochain pour un autre numéro du grand jury. Bon après-midi à toutes et à tous. RFM midi.